Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de la première étape de la 11e étape de ce Tour de France plutôt. Et oui, la première étape c'était déjà il y a 10 jours, on va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé. Le résumé, encore copieux parce qu'il s'est quand même passé beaucoup de choses. On parlera du bilan des Bleus, les coureurs au top et les bonnets d'âne comme tous les jours. Et ça va être corsé aujourd'hui pour cette étape. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et si vous voulez soutenir mon travail de solution, la première, eh bien si vous avez les moyens, vous pouvez faire un super thanks et je remercie les gens qui le font. Puis si vous n'avez pas les moyens ou vous ne voulez pas mettre d'argent, ce que je comprends totalement, eh bien vous pouvez cliquer le plus rapidement possible sur les miniatures. Parce que plus vous cliquez rapidement en fait sur une vidéo après sa mise en ligne, plus elle est mise en avant par YouTube. C'est comme ça que marche l'algorithme, en partie. Étape numéro 11, étape qui a été spectaculaire, hein. Beaucoup de choses à dire aujourd'hui sur cette journée. Ça a été du cyclisme champagne. C'est-à-dire que, bon, c'est ce qui se passe désormais dans le cyclisme moderne. On voit très souvent qu'on a des étapes extrêmement calmes et des étapes extrêmement animées. Il y a en fait assez peu d'entre-deux maintenant dans le cyclisme. C'est-à-dire que soit c'est du grand spectacle, soit c'est un ennui terrible, quasiment. Et bon, ce qui fait qu'il y a certains coureurs qui devraient aussi y réfléchir. Parce que je considère que là, dans les 10 coureurs qui sont partis en échappée, il y en a quelques-uns dont on ne se souviendra pas qu'ils étaient en échappée. Alors que peut-être, s'ils avaient été devant sur une étape de plat, alors peut-être que oui, il n'y aurait pas eu d'intérêt d'un point de vue sportif, mais il y aurait pu avoir un intérêt en termes de réputation pour certains coureurs de partir en échappée. Et bon, ça aurait pu être intéressant, mais comme le disait également très bien Marc Madiot, maintenant les étapes sont diffusées en intégralité, donc il n'y a pas non plus d'intérêt à mettre le maillot à l'avant de la course, parce que de toute manière, tu as autant de chances d'être filmé si tu as ton maillot dans le peloton que si tu as ton maillot au début de la course, donc il y a un peu d'intérêt pour faire des échappées publicitaires. Lui, il considérait que le fait que les étapes soient en intégralité, ça jouait également sur les étapes de plat. Point réalisation Anthony Forestier. C'est passé beaucoup de choses aujourd'hui. Quelquefois, il est en galère quand même, Anthony Forestier. Notamment sur les écarts. C'est-à-dire qu'à des moments, on avait plus les... Il y a des moments importants, on ne savait pas si Vingegaard il revenait sur Pogacar, dis donc. Au niveau des écarts, à un moment, c'était galère, hein, dans le col du Pertus. Je trouve qu'on avait beaucoup de mal à avoir des écarts précis entre Puy-Marie et le Pertus. Bien entendu, moi je soulignerai encore la grande intelligence de réalisation d'Anthony Forestier, de se dire « Ah bah tiens, on va parler pendant toute la journée du virage Romain Bardet pour pas le filmer en direct. » Ça a été bien, excellent pour le diffuser en replay, alors que je pense qu'on aurait pu le mettre encore une fois en incrustation, mais c'est fou parce qu'on sait que maintenant ils peuvent le faire, c'est-à-dire qu'ils peuvent mettre des petites incrustations à l'écran. On n'en a quasiment pas vu aujourd'hui. Alors que là, dans le final, nous montrer ce qui se passait dans le groupe Evenepoel-Roglic pendant que devant on voyait la bagarre Pogacar-Vingegaard, ça aurait pu être intéressant, hein, de la part du réalisateur. Mais bon, encore une fois, le problème de ce réalisateur, c'est que je crois que le cyclisme n'était pas sa passion première. Et bon, certains trouvent que c'est mieux avec Jocelyn Rioux. Moi, je ne suis pas extrêmement convaincu pour le moment qu'on a eu des énormes progrès en réalisation sur ce Tour de France par rapport à l'année dernière. On était déjà pas excellent. Qu'est-ce que je voulais dire également sur la réalisation? Donc, il y a eu ce passage-là avec Romain Bardet qui, je trouve, est exceptionnel. Et oui, voilà, oui, c'est ces moments où où il se passait des choses, mais tu ne savais pas ce qui se passait, notamment dans le groupe Rodriguez. Tu ne savais pas ce qui se passait à 2-3 endroits. Donc ça, c'est un petit peu dommageable, je trouve, du côté de la réalisation. Bon, eh bien, on regarde tout de suite le grand résumé. Alors ce matin, on avait un nouvel abandon au départ. C'était l'abandon de Tim de Klerk, le coureur de la Lidl Trek. Le coureur belge malade depuis quelques jours, qu'on avait pourtant vu à l'avant du peloton sur l'étape de Saint-Amand-Montrond, mais qui ne se voyait pas finir ce Tour de France, donc il a abandonné.
Dans le départ fictif, problème mécanique pour Jan Tratnik. Jan Tratnik qui fera le contre-la-montre. Je pensais que c'était Pogačar qui ferait le contre-la-montre des Jeux du côté de la Slovénie. Non, c'est Tratnik. Donc on peut quand même se poser des questions sur le fait de ne pas avoir sélectionné Roglic. Parce que bon, Roglic pour moi c'est quand même mieux que Tratnik sur le contre-la-montre. Moi je pensais au départ que c'était Pogačar qui doublait. C'est Tratnik qui fait les deux. Très surprenant, mais dans l'équipe de Slovénie, quand on voit la réaction de Pogačar avec la non-participation d'Urska Zigart, pourtant elle a quand même collé 12 minutes au championnat de Slovénie à la fille qui participera aux Jeux Olympiques, on peut quand même se dire qu'il y a peut-être des magouilles du côté de la fédération de cyclisme slovène. Bon, dès le départ, beaucoup d'attaques. Premier attaquant, c'était Kobe Gossen. Tiens, comme sur l'étape de Saint-Amand-Montrond, il était parti avant le sprint intermédiaire à Romorantin. Avec Carapaz, qu'on verra énormément aujourd'hui. Il y avait également Jonas Abrahamsson, Kampenarts, Madouas, qui étaient dans cette première tentative. Au bout d'une dizaine de kilomètres, alors qu'on a de nombreuses attaques, à 202 km de l'arrivée, on a 3 coureurs qui arrivent à sortir. Paché, Vauclin, Johannesson, mais forcément seulement 3 coureurs sans DSM, alors qu'on savait qu'il voulait mettre un homme devant, notamment Romain Bardet pour cette étape. On sait très bien que ça va relancer derrière, il n'y a pas non plus de EF, donc forcément ça relance, avec notamment Wout van Aert, la Visma a peut-être une idée derrière la tête, Lapera, Grégoire ou encore Stephen Williams. À 197 km de l'arrivée, problème mécanique pour Félix Gall et surtout petit crash dans le peloton entre Kubegusson et Vandenbroek. Les deux arrivent à repartir. À 191 km de l'arrivée, nous avons toujours le groupe de 3 qui va être rejoint par d'autres coureurs, notamment Wout van Aert, Romain Grégoire. Nous avons Bruno Armirail, Valentin Madouas, Axel Zinglet, Terrada, Oscar Ondy, Carapaz également. Mais ce groupe-là ne prendra jamais d'avance car UAE roule, UAE contrôle. Ce groupe est repris à 189 km de l'arrivée. De nouveau, des attaques. Lapera, Julien Bernard, c'était même assez drôle de voir les deux à l'attaque ensemble. Je rappelle que Julien Bernard a fini deuxième des championnats de France derrière Paul Lapera. On a eu également Ben Eddy, on a eu Vauclin, on a eu Romain Bardet, on a eu Christophe Laporte, on a eu David Gaudu, on a eu Simon Yates également. Mais derrière, ça roule fort. On a également des coureurs qui lâchent, notamment Fred White et aussi Yon Izagirre et Alexis Renard qui vont abandonner quelques minutes après. Bon, Fred White, ça ne sera pas beaucoup mieux vu qu'il va arriver hors délai sur cette étape avec 7 ou 8 minutes de retard par rapport au dernier délai du côté du coureur de Bahreïn, mais qui voulait finir cette étape à 152 km de l'arrivée. Carapaz, Christian Rodriguez de l'Arkea, Kurt Nielsen, Turgis, Russo, Sylvain Didier, Matteo Verche de la Total Energy tentent de sortir. Et à 147 km de l'arrivée, avec les coureurs que j'ai précédemment cités, on rajoute Axel Zinglet, Stephen Williams, Paul Lapera, Tom Skeins et Frank Vandenbroek. Au sprint intermédiaire de Bourg-Lastic, Turgis passe en tête et prend la 3e place du classement du maillot vert. Deuxième Axel Zinglet, 3e Paul Lapera. Pas de points pour les sprinteurs, pourtant le peloton n'est qu'à une quinzaine de secondes de retard. Deuxième problème mécanique dans cette journée pour Félix Gall, 50 km après le premier, il est obligé encore de changer de vélo. À 124 km de l'arrivée, alors que la bonne échappée commence à sortir, Romain Bardet va crever. Il sera rattrapé par le peloton alors qu'il était dans un groupe de poursuite, notamment avec Guillaume Martin, ce qui fait qu'à 131 km de l'arrivée, dans la côte de Mouillou, la première côte de la journée, eh bien c'est Oyer Lascano qui passe en tête. Il a une quinzaine, 5-6 secondes d'avance sur Carapaz, Vercher, Benilli, Lapera, Only, Martinez pas Martinez, avec Carapaz, Vercher, Eli, Lapera, Only. Le peloton est à 15 secondes et ce rythme incessant depuis 2 heures de course fait que Martinez et Bilbao sont lâchés. À 121 km de l'arrivée, eh bien la côte de Larode, premier Carapaz, deuxième Only dans cette côte. Et puis vous avez un groupe à 37 secondes avec Julien Bernard, Grégoire et Zinglet, Martin et Armirail, et donc plus Romain Bardet qui avait crevé 3 km auparavant. Le peloton à ce moment-là est à 1 minute 15 à 110 km de l'arrivée.
Ce groupe, Julien Bernard, rejoint le groupe de tête, ce qui fait que le peloton est désormais à 2 minutes 06. Vous avez donc 10 coureurs en tête, on fait le point. Oyar Lascano, Ben Eli, Carapaz, Oscar Only, Matteo Vercher, Paul Lapera, Bruno Armirail, Romain Grégoire, Julien Bernard et Guillaume Martin. À 100 km de l'arrivée, ce groupe a 2 minutes 25 d'avance, mais derrière, ça continue de rouler, notamment Nils Politt de la UAE, ce qui fait que l'écart sera à son maximum. Vu qu'à 87 km de l'arrivée, l'écart sera à 2 minutes, ça sera encore le cas à 80 km de l'arrivée. À 73 km de l'arrivée, l'écart diminue de nouveau à 1 minute 40. Après 3 heures de course, le rythme est vraiment insensé. 45,9 km/h de moyenne. Et on a oscillé pendant très longtemps sur le plat. Enfin, sur le plat, il y avait quand même un petit peu de dénivelé positif. Entre 47,5 et 48 km/h. Il faut quand même vous imaginer la vitesse sur les 2 premières heures de course avec ces attaques incessantes. Ce qui fait qu'on arrivera avec 30 minutes d'avance sur l'horaire le plus rapide prévu par les organisateurs. À 65 km de l'arrivée, eh bien, vous avez une accélération. Bruno Armirail tente d'accélérer dans le groupe de tête car l'écart est tombé à 1 minute 30, ce qui fait que eh bien, ça va remonter à 1 minute 47, voire quasiment 2 minutes à 50 km de l'arrivée. Dans le peloton, on commence à avoir des nouveaux lâchers. On va rentrer notamment dans le col de Néron, et ce qui fait que Lutsenko se relève, comme Sam Bennett, Girmay également. Enfin voilà, la plupart des sprinteurs décident de se relever car les délais pourront être respectés et tenus. À 46 km de l'arrivée, on est au pied du col de Néron. Il n'y a que 50 secondes d'avance pour les hommes de tête sur le peloton. Et la chute de Wout van Aert dans un virage à 1 km du pied, même pas, de cette difficulté. Wout van Aert qui arrive un peu trop vite et qui tombe sur le trottoir le long d'un pot, le coude écorché du côté de Wout van Aert. Encore une chute pour cette équipe Visma Leasebike. Toujours ces questions pour moi au niveau de l'adhérence du matériel. À 45 km de l'arrivée dans ce col de Néron, eh bien, Lascano sort, au départ accompagné de Carapaz, mais qui va lâcher assez vite. Et derrière, on a Ben Eli, Gaudu et Bardet sont lâchés. Le groupe de tête en haut du col de Néron, eh bien, c'est Ben Eli qui va passer en tête. Deuxième, Lascano. Carapaz, lui, et troisième. Et à ce moment-là, ce groupe de tête a 25 secondes d'avance sur Carapaz. Le peloton est à 1 minute 16. On arrive au pied de Puy-Marie. Le groupe de tête n'a que 50 secondes d'avance à 36 km de l'arrivée. On avait bien compris depuis très longtemps qu'il ne pourrait pas aller au bout. Vous avez Egan Bernal qui est lâché à 33 km de l'arrivée, comme Juan Ayuso, Stef Kras, Enric Mas, également Félix Gall, Jorgensen. Le rythme est vraiment incroyable dans cette montée, notamment Almeida, mais surtout, enfin non, même pas Almeida quasiment, c'est Adam Yates qui fait la différence dans cette montée. Et Pogačar décide de partir à 300 mètres, 400 mètres du sommet. Personne n'arrive à le suivre. Remco Evenepoel est en difficulté. Vingegaard ne veut pas se mettre dans le rouge. Au sommet de cette montée de Puy-Marie, eh bien Pogačar est en tête. Deuxième, Vingegaard à environ 7 à 10 secondes de retard. Evenepoel à Roglic, qui est troisième à une vingtaine de secondes de retard. Et puis Evenepoel à 27 secondes, à 17 km 5. Le groupe 1 a 25 secondes d'avance sur Vingegaard, qui a été rattrapé par Roglic. Evenepoel est à 43 secondes, quasiment rattrapé par Carlos Rodriguez. Le Belge est en difficulté dans cette descente. Et puis on attaque la montée du col du Pertus. Et à ce moment-là, Vingegaard lâche Roglic définitivement. Et à 17 km de l'arrivée, Vingegaard récupère son retard par rapport à Pogačar. Il n'y a plus que 20 secondes d'écart. Evenepoel est à 46 secondes, c'est-à-dire que Pogačar n'arrive pas à aller plus vite, même que les coureurs distancés. Et dans le col du Pertus, Pogačar
est repris au sommet par Jonas Vingegaard. Evenepoel passe en 3e position. C'était important car il y avait des secondes de bonification au sommet. 8, 5 et 3 ou 2 secondes, je ne sais plus, pour le 3e. À ce moment-là, pub de France Télévisions quand Remco Evenepoel passe au sommet. Bien au niveau de la réalisation. Le point à 10 km de l'arrivée. Le groupe 1, Vingegaard-Pogačar, a 35 secondes d'avance sur le groupe numéro 2 avec Remco Evenepoel et Primož Roglič. Dans le groupe numéro 3, le groupe Rodriguez, il est à 1 minute 26 de retard. On peut retrouver également Ciccone, Almeida ou encore Adam Yates avec également Landa dans ce groupe. Vous avez ensuite un groupe à 2 minutes 35 avec notamment Simon Yates qui fait une pas mauvaise étape, le coureur de la Jayco Alouda. On attaque la montée du fond de serre. Il ne va pas se passer grand chose dans cette montée. Tout le monde essaye de stabiliser, on va dire, les écarts. Pogačar passe en première position devant Vingegaard. Evenepoel est à 30 secondes. Rodriguez à 1,55. Roglič qui va tomber dans la descente de cette difficulté avec une moto. En fait, Roglič perd l'arrière, je pense qu'il a mis un petit peu trop de frein sur l'arrière. L'arrière va décrocher, il va tomber et la moto, en l'évitant, va également tomber parce qu'elle fait un freinage d'urgence. Devant, on est donc sur un sprint, c'est Vingegaard qui emmène face à Pogačar. Vingegaard qui n'emmène pas sur un gros rythme, ce qui n'est pas forcément favorable pour un coureur qui n'a pas véritablement de punch et surtout il emmène en première position, il lance son sprint à 250 mètres de l'arrivée et Vingegaard ne se fera jamais remonter par Pogačar qui n'arrivera jamais à revenir plus haut que le pédalier de son adversaire. C'est donc une victoire pour Vingegaard, la première sur ce Tour de France face à Tadej Pogačar, 3e Remco Evenepoel sur cette étape, mais qui ne perd en finale pas tant de temps que ça et qui va réussir à garder cette deuxième place que Remco Evenepoel va perdre seulement 25 secondes et Primož Roglič lui sera reclassé dans le temps de Remco Evenepoel, ce qui va lui faire gagner 25-30 secondes quand même dans l'affaire par rapport à sa chute. 5e Ciccone qui arrive à battre au sprint Carlos Rodriguez qui s'écroule sur la fin dans le dernier kilomètre et qui va perdre notamment 8 secondes sur Giulio Ciccone. Eh bien, voilà, c'était le résumé de cette étape. Du côté de la note, parce que je n'avais pas fait de sondage, pour tout vous dire, je n'avais pas fait de sondage déjà parce qu'hier, il y avait le match de l'équipe de France. Mais j'ai bien fait l'Euro de foot. Ça a tenu, j'ai réussi à faire les 2 premières semaines de l'Euro de foot. Et puis après, pas eu le temps pendant qu'il y avait le Tour de France. Mais du côté de cette étape, j'ai mis un 18 sur 20. Pourquoi un 18 sur 20? Parce que c'était une très très belle étape. C'est la meilleure note depuis le début de ce Tour de France. Je m'étais limité à 17 jusqu'à maintenant. Mais là, on a eu beaucoup de spectacles. Déjà, on a eu une étape qui a été... vraiment, les coureurs ont voulu faire le spectacle, ont voulu prendre l'échappée. Il y a eu une énorme bagarre aujourd'hui pour l'échappée. Ça, déjà, c'était très intéressant. Ensuite, il y a eu cette bagarre, bien entendu, Vingegaard-Pogačar. Il y a eu ce suspense aussi avec Remco Evenepoel, Roglič. Et puis, il s'est passé beaucoup de choses. Là encore, comme sur l'étape des chemins blancs, j'ai une feuille de notes. J'ai une feuille de prise de notes. Donc, ça veut dire qu'il s'est passé beaucoup de choses aujourd'hui. Et on va regarder tout de suite le bilan des Bleus. Le bilan des Bleus, ça aurait pu être pire. Du côté du bilan des Bleus, ça aurait pu être mieux. Je rappelle le bilan des Bleus, les coureurs français, bien entendu, les coureurs étrangers dans des équipes françaises. Je commence déjà par la bonne image du jour, c'est les supporters de Romain Bardet, c'est cette séquence encore avec Romain Bardet. Alors l'UCI va peut-être envoyer une amende de 500 francs suisses ce soir à Romain Bardet. Pour l'instant, ce n'est pas le cas au moment où j'enregistre la vidéo, parce que l'UCI ne comprend pas grand-chose à l'amour que peuvent avoir certains supporters du cyclisme. Comme j'ai envie de dire, comme Thibaut Pinot, on est sur des actions qui ont été très bien organisées en amont, et on s'aperçoit que quand ces actions sont bien organisées en amont, le public reste, on va dire, à sa place. Il y a eu
j'ai envie de dire aucun débordement. Les leaders ont pu passer sans aucun problème. Ce qui est quand même fou, c'est que il faut que ça soit organisé presque par une organisation extérieure à Esso pour que ça soit bien fait. Parce qu'on se souvient notamment de Jouplan l'année dernière. Et là, ça a été fait encore une fois à la perfection. Du côté de l'entourage de Romain Bardet, du côté du fan club de Romain Bardet, avec bien du beau spectacle. Moi je trouve que cette ambiance stade de foot est très intéressante pour le cyclisme, avec certainement des gens des nouveaux supporters, des anciens supporters, mais qui veulent insuffler une autre ambiance également sur le bord des routes. Moi je trouve ça très intéressant, et puis en plus pour Romain Bardet, je trouve que c'est une belle sortie pour le coureur, même si on aurait aimé qu'il soit dans l'échappée, bien entendu, mais bon, il a essayé, c'est parti quand il a crevé. Pas de chance pour lui, mais je crois qu'il a quand même bien pu en profiter aujourd'hui. Et puis je pense que les supporters ont quasiment vu, pour certains, l'attaque de Tadej Pogačar. Donc je pense qu'ils ont vu également du beau spectacle aujourd'hui. Mais ça fait plaisir, voilà, ces nouvelles organisations, ces clubs de supporters. Puis pour le moment, c'est vrai que ces clubs de supporters ne s'attaquent pas les uns aux autres. Dans ce genre de cas, c'est-à-dire que les supporters de Thibaut Pinot ne s'en sont jamais pris aux supporters de Romain Bardet, par exemple, ce qui n'est pas le cas notamment du côté des fans de Formule 1, où les fans de Verstappen s'engueulent avec les fans de Norris, qui s'engueulent avec les fans de Leclerc, qui s'engueulent avec les fans d'Esteban Ocon. Et donc là on arrive encore à discuter cyclisme, donc ça c'est très intéressant du côté du cyclisme. J'espère que ça va rester, surtout avec ces groupes de supporters, voilà, qui certes ils aiment Romain Bardet, mais ça ne veut pas dire qu'ils détestent les autres, voilà, ça veut juste dire qu'ils préfèrent un peu plus Romain Bardet que les autres coureurs. Deuxième coureur top, c'est Félix Gall. Il est discret depuis le début de ce Tour de France, Félix Gall. Mais sur l'étape des chemins blancs, déjà, il a une journée galère. Il crève, vous savez, juste avant le premier chemin blanc. Il arrive quand même à ne pas perdre de temps sur cette étape, alors qu'il est vraiment lessivé en fin de journée. Là, aujourd'hui, dans les 2 premières heures de course, 2 problèmes mécaniques, quand même. Donc 2 fois, il est obligé de changer de vélo. Donc ça, c'est quand même pas la bonne nouvelle, surtout vu le rythme de la course à ce moment-là. Encore une fois, 47-48 à l'heure, c'est-à-dire pour revenir dans le peloton, c'était quand même compliqué. Et à la fin, il prend quand même la 10e place du général. 10e place de l'étape et 13e place du général. Juste derrière Carlos Rodriguez, mais devant, par exemple, un Santiago Buitrago, devant Simon Yates, qui a fait une belle étape, devant Juan Ayuso aujourd'hui, Jorgensen par exemple, les équipiers. Donc c'est une très très belle journée de la part de Félix Gall sur une étape de moyenne montagne, comme ça, très punchy. C'est pas forcément son terrain c'est pas sur les changements de rythme où il est le plus efficace, Félix Gall. Donc c'est vraiment un très très bon résultat du côté du coureur autrichien. En plus, ça n'a pas dû être facile avec la mort du coureur norvégien en Autriche. Lors du Tour d'Autriche, c'est vrai que il a dû être touché également par cette information. Et donc là, du côté de Félix Gall, on espère que ça va le lancer pour les Pyrénées, pour les Alpes. Mais je trouve que sur ce début de saison, sur les grosses courses, pour moi, c'est presque sa journée la plus aboutie à Félix Gall, avec cette 10e place au Lioran. Donc ça, c'est très intéressant. Et puis c'est une année importante quand même pour Félix Gall, qui veut essayer de confirmer l'année dernière son top 10 en essayant de reproduire la même chose sur cette épreuve. Donc vraiment bien du côté de Félix Gall aujourd'hui, l'Autrichien. Ça s'est bien passé. Plus-moins, course tout à fait correcte de Stef Kras. Stef Kras, parce qu'on parle beaucoup de Vingegaard, de sa chute, mais Stef Kras, je rappelle qu'il est tombé le même jour, qu'il avait assez peu couru jusqu'à maintenant, Stef Kras, et que ça avait été compliqué lors du Tour de Slovénie. Et bien là, il s'en est bien sorti. Top 20 aujourd'hui pour Stef Kras. Il finit dans le groupe Egan Bernal, Jorgensen avec Kelderman. Donc voilà, avec quand même du beau monde de la part de Stef Kras. Au général, il est dans le top 20 également. Pour le moment, il est 17e Stef Kras dans ce classement. Mais je rappelle qu'on a encore du Jorgensen qui va peut-être redescendre.
On a peut-être aussi Benelli qui va peut-être perdre des positions. Donc il peut rentrer dans le top 15 de ce classement. Et bien c'est bien voilà, pour Stef Kras, pour le coureur de la Total Energy. Et puis belle journée également du côté de la Total Energy avec Anthony Turgis qui prend les points du sprint sur une étape qui n'était pas favorable pour lui. C'est très bien de la part du coureur français Anthony Turgis et qui passe 3e du classement du maillot vert. Et c'est important pour les points UCI, la 3e place, parce que je ne sais plus si c'est pas seulement les 3 premiers des classements à la fin du Tour de France qui reçoivent des points UCI. Donc Anthony Turgis, ça va peut-être devenir maintenant son objectif, aller marquer des points, notamment sur les sprints intermédiaires pour essayer de passer peut-être 3e, 2e à l'arrivée du côté de Paris, ce qui pourrait faire des points intéressants du côté de sa formation Total Energy, mais ce qui pourrait faire également des sous-sous dans la poche pour l'équipe française. On poursuit avec les flops de cette journée. Bon, Guillaume Martin, il a tenté... Alors, je suis quand même assez surpris par le discours de Cofidis. Je vais vous dire pourquoi. Parce que Cofidis, hier, ils nous disent Guillaume Martin, il va rester dans sa logique, c'est-à-dire essayer de jouer le général. Il n'est pas très loin du top 15, du top 10, on nous disait. Voilà, il est à 3 minutes de Jorgensen, qui était donc 10e à ce moment-là, donc c'est jouable. On va jouer donc le général, donc sans prendre d'échappée, on va jouer le général à la régulière. Et aujourd'hui, qui on voit dans l'échappée? Guillaume Martin. C'est un petit peu contradictoire avec les propos de Cédric Vasseur. Donc est-ce que c'était l'idée de départ et qui nous a bien menti Cédric Vasseur, ou est-ce que Guillaume Martin n'en a fait qu'à sa tête? Ce qui commencera à faire beaucoup quand même dans cette équipe Cofidis. Et oui, quand ça a accéléré, Guillaume Martin, il n'a rien pu faire. Une place de perdu désormais au général, mais surtout l'écart. 20 minutes 36 et on est qu'au 11e jour de course. 20 minutes déjà 36 de retard au général, c'est énorme pour Guillaume Martin et surtout une 23e place. Et on a bien senti ce soir du côté de Cédric Vasseur qu'on allait partir sur d'autres objectifs, on va dire réunion de crise du côté de la Cofidis ce soir pour voir ce qu'ils allaient faire dès demain. Avec aussi, il faut le dire, journée de crise pour la Cofidis parce que abandon d'Alexis Renard et de Yannis Aguirre également dans cette équipe, c'est-à-dire que techniquement Brian Cocard a un homme en moins pour lancer ses sprints, ou Axel Zinglet. Oui, demain on va peut-être partir en échappée pour la Cofidis. C'était un peu la réflexion de Cédric Vasseur. Après, est-ce que ça ira au bout? Ça, c'est une grande interrogation. Mais vous verrez ça sur la présentation de l'étape de demain. Mais réunion de crise ce soir du côté de la Cofidis parce que c'est vrai que ce Tour de France, pour le moment, est compliqué pour l'équipe française. Et puis je termine avec Lenny Martinez, qui a encore été lâché très loin de l'arrivée, Lenny Martinez. Vous voulez une statistique croustillante du côté de Lenny Martinez? Enfin, croustillante, ça dépend pour qui. Lenny Martinez est le dernier coureur français au classement général. C'est pas une vanne. C'est-à-dire que Lenny Martinez est 153e sur 168 au classement général. Donc il est à 2h26. Derrière lui, c'est quasiment que des sprinteurs. C'est-à-dire derrière lui, c'est Cavendish, Tyson, Jacobsen qui est lanterne rouge. C'est que des coureurs de ce type-là, à part Fedorov qui est un peu puncher. Mais sinon, c'est que des mecs. Il est même derrière Gaviria, pour tout vous dire au général. Et du côté des coureurs français, il est derrière Desmar et Dujardin. Je rappelle que Dujardin, il a le poignet pété, que Desmar, on ne peut pas dire qu'il fasse un grand Tour de France. Donc c'est pour vous montrer quand même la catastrophe autour de Lenny Martinez et de cette belle idée de merde de l'avoir mis sur le Tour de France. Parce que, à part le cramer, je ne vois pas à quoi ça sert. On a l'impression que c'est presque une punition. Je rappelle qu'il doit faire la Vuelta, le Tour de Burgos encore. Ça veut dire qu'il va être... Là déjà, s'il finit le Tour de France, il reste encore 10 étapes. Il sera à 54 jours de course. Je rajoute 4 ou 5 jours de course pour le Tour de Burgos, donc 54 plus 5, 59. Il arrive sur la Vuelta à 59 jours de course. Il va donc rajouter encore une fois, il va se retrouver à 80 jours de course à la fin de la Vuelta. Donc il pourra en plus quasiment plus courir mi-septembre. Parce que je rappelle que le maximum normalement autorisé par l'UCI, c'est 85 jours de course. Gestion de saison ubuesque de la part de la Groupama sur Lenny Martinez. Vraiment, cette participation au Tour de France n'a
aucun sens de la part de la formation française. Donc personne n'en parle en ce moment, mais je peux vous dire que c'est une grande catastrophe. Et je ne suis pas sûr que dans l'entourage de M. Martinez, que ce soit sa mère ou son père, on soit très content de la manière dont ça a été géré par les équipes de Marc Madiot. Voilà, c'était le petit coup de gueule du jour. On passe tout de suite aux coureurs au top. Attaque de Marlou! Les coureurs au top aujourd'hui, Jonas Vingegaard, le Danois. Bah, pourquoi c'est une bonne journée? De toute manière, même s'il avait perdu que 10 secondes aujourd'hui, c'était une bonne journée. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une bonne journée par rapport à ce que son adversaire a voulu réaliser aujourd'hui. Aujourd'hui, Pogačar, il voulait faire un grand coup. Le grand coup, il ne l'a pas réalisé. Donc à partir de ce moment-là, c'est une bonne journée pour Jonas Vingegaard. Ça, c'est clair et net. Mais je trouve que c'est aussi une grande journée de la part de Jonas Vingegaard parce qu'il a été seul quasiment toute la fin d'étape. Jorgensen a sauté assez vite. Kelderman, il s'est accroché, mais à Puy-Marie, il était à fond. Et grosso modo, quand Pogačar accélère, ça fait déjà depuis 4-5 km, depuis Puy-Marie et même le haut du col de Néron, où Vingegaard, il est obligé de faire tout seul. Donc ça, déjà, ça montre quand même une faiblesse d'équipe et ça, c'est toujours inquiétant autour de Vingegaard, mais ça montre que même avec cette faiblesse d'équipe aujourd'hui, il a réussi à s'en sortir. Deuxièmement, autant j'ai été très critique et je suis toujours très critique quant à son étape numéro 9 où pour moi ils auraient pu faire mieux. Pour moi ils auraient pu mettre hors jeu Roglic, voire mieux mettre hors jeu Remco Evenepoel, parce que c'est vrai qu'on me l'a rappelé dans les commentaires, à 20 bornes de l'arrivée, il y a vraiment un moment où Remco Evenepoel il n'est pas dans les roues et là ça aurait pu être intéressant de la part de Vingegaard de vouloir éliminer le Belge pour le général. Mais là où je trouve qu'il a été fort Vingegaard aujourd'hui, c'est dans sa gestion de l'effort. Ça a été le problème de Pogačar, ça a été la force de Vingegaard aujourd'hui, c'est sa gestion de l'effort. Vingegaard, c'est comme Froome, c'est des coureurs qui se connaissent très bien, c'est des coureurs qui marchent au capteur de puissance. Ça serait peut-être intéressant qu'on n'ait plus les capteurs de puissance, mais ça c'est un autre débat. Mais c'est vrai que c'est des coureurs de capteurs de puissance. C'est pour ça que je compare toujours Vingegaard à Froome. Parce que c'est des coureurs de capteurs de puissance, mais ça veut dire que c'est des coureurs qui se connaissent extrêmement bien. Et la force, c'est quand tu te connais bien, tu sais quand tu vas te mettre en zone rouge ou quand tu vas pas te mettre en zone rouge. Et là, Vingegaard, il a senti tout de suite, Pogačar, il pouvait pas le suivre sur son attaque. Donc il s'est dit, j'essaye même pas de le suivre. Moi, mon objectif, c'est de le rattraper. C'est de faire une accélération au train. Il l'a fait à la perfection. Parce que moi, je pense que Vingegaard, là où il gagne l'étape, c'est dans la fin de la montée de Puy-Marie. C'est dans ces 200 derniers mètres, là, où il lâche Roglic et où il arrive à revenir sur Pogačar, à reprendre 5, 10, 15 mètres sur Pogačar à ce moment-là. Pour moi, c'est là où il gagne l'étape. S'il y a 30 secondes au sommet de Puy-Marie, Pogačar, c'est pas la même. Ça devient plus compliqué d'aller le rattraper. Tu le rattrapes peut-être pas au sommet du col du Perthus, donc Pogačar il peut faire la descente à fond. Ou soit ça veut dire que Vingegaard aurait pris des risques dans la descente, sauf que, encore une fois, le matériel de la Visma Leasebike en termes d'adhérence me semble pas excellent, donc ça aurait pu être compliqué. Sauf que du côté de notre ami Jonas Vingegaard, il fait la parfaite gestion de course. Il reprend quasiment au sommet du col du Perthus et après, il a été intelligent de jamais se plaindre de Pogačar. Il sait que Pogačar l'a dans le pif. Il n'est pas non plus débile, Vingegaard. Même si pour moi, encore une fois, l'étape 9 d'énerver Pogačar et Vingegaard, d'énerver Pogačar et Evenepoel, c'était quand même pour moi pas l'idée du siècle. Parce que ça peut se retourner contre lui un jour où il est en difficulté. Mais là aujourd'hui, il savait très bien que les autres n'allaient pas l'aider. Et il savait très bien que Pogačar, il n'allait pas vraiment l'aider. Alors oui, Pogačar lui a passé des relais. Pour moi, c'était des relais de courtoisie. Alors je sais que les écarts GPS, c'est jamais totalement fiable. Mais quand vous regardez bien, très souvent, quand Pogačar prenait un relais, soit l'écart avec Evenepoel se stabilisait, soit même l'écart pouvait diminuer. Ce
qui montre quand même que ça voulait dire qu'à ce moment-là, Evenepoel allait plus vite que le groupe Pogacar-Vingegaard, alors que quand Vingegaard passait des relais, souvent l'écart avait tendance à augmenter. Donc pour moi, c'était quand même plus des relais de courtoisie de la part de Pogacar. C'était peut-être aussi le fait que Pogacar était complètement HS, et ça on y reviendra plus tard. Mais il s'est jamais énervé envers Pogacar. Pourtant, je pense qu'il pouvait aller plus vite. Alors, mon regret, c'est quand tu vois l'état de Pogacar, tu te dis, il y avait peut-être possibilité de reprendre du temps aujourd'hui. Parce qu'il reprend que 2 secondes aujourd'hui, Vingegaard. Alors pour moi, il ne perd pas, donc à partir du moment où il ne perd pas de temps aujourd'hui, pour moi, c'est une victoire. Mais c'est vrai qu'il reprend que 2 secondes. Ça veut dire qu'il y a 1 minute 14. Alors soit il est très confiant dans ses capacités en 3e semaine, c'est-à-dire qu'il est sûr de lui qu'il va avoir une courbe de progression constante en 3e semaine. Je rappelle quand même qu'en 3e semaine, il a pas repéré les étapes, qu'en 3e semaine, le col du Turini, la descente, elle est compliquée sur cette journée-là, et je pense que les coureurs qui auront repéré cette étape auront un avantage par rapport aux coureurs qui ne connaissent pas cette étape, vraiment, dans la descente. Alors après, même si tu reprends 1 minute dans le Turini, il y a encore un petit peu de distance avant la Couillole, mais ça à prendre en compte quand même. Mais du côté de Jonas Vingegaard, c'est vrai qu'on peut se dire il aurait peut-être pu reprendre du temps aujourd'hui parce que est-ce que la courbe va être en progression constante, ou est-ce que ça va faire comme Pogacar l'année dernière où en fin de 2e semaine, début de 3e semaine, pouf, ça fait comme ça la courbe, vraiment. Je vous rappelle que là on est à la 12e étape. L'année dernière c'était l'étape du Puy-de-Dôme, à peu près. L'étape du Puy-de-Dôme, Pogacar, il est très fort sur cette étape-là. Vingegaard, il a du mal à tenir la roue de Pogacar. Hein, c'est une étape où il y a un beau match entre les deux, mais tu sens que Pogacar, c'est presque là où il est au sommet de sa forme. Et ensuite, donc est-ce que ça va faire là, et que ça va encore continuer à augmenter comme la courbe exponentielle pour ceux qui se souviennent en mathématiques, ou est-ce que ça va faire un truc comme ça, une courbe inverse inversée, ce qui n'a aucun sens. Autre courbe de mathématiques, révision du bac de terminale, ou est-ce que ça va faire un truc comme ça, quoi. Et ça va faire un pic et pouf, redescendre comme un soufflé au fromage. Donc ça, c'est la grande question du côté de Vingegaard. On aura la réponse lors de cette 3e semaine. Personne ne peut le dire. Moi, j'ai peur que ça se passe comme cela, parce que je pense que pour être à ce niveau-là, Vingegaard, vu le nombre de jours de course qu'il n'a pas pu avoir, il a dû forcer à l'entraînement, et en forçant à l'entraînement, je pense que ça a créé de la fatigue. Mais ça, c'est mon avis personnel. Alors, je n'ai pas les données physiologiques de Vingegaard. Peut-être qu'il a aussi appris des erreurs. Peut-être qu'il a étudié comment avait fait Pogacar et s'est dit Pogacar il a fait une erreur à tel moment, une autre erreur dans sa progression à un autre moment, et ils ont adapté leur programme pour ne pas avoir les mêmes soucis que Pogacar l'année dernière. C'est peut-être le cas du côté de Vingegaard. Et ce qui est bien aussi aujourd'hui pour Vingegaard, le coup au moral qu'il faut à Pogacar quand même. Là aujourd'hui il a mis un coup au moral au Pogacar, et on sait très bien que ça, quand vous rentrez dans la tête un petit peu de votre adversaire, c'est toujours un avantage. Et c'est comme le gardien de but qui arrive à faire une parade sur un tir au but, après qui arrive à faire une parade sur un tir au but, 2 parades sur le tir au but. Après le 3e tireur, il est un peu perturbé. Alors soit il va tenter un truc incroyable et il va rater le cadre, il va tenter une panenka, un truc à la con et ça va pas du tout marcher. Soit il va être quand même un petit peu stressé et il va faire la même chose que d'habitude, mais comme il est stressé, il va moins bien le réaliser que d'habitude, car le gardien sera rentré dans la tête de l'attaquant. Ça, c'est ce qu'on peut peut-être penser du côté de Vingegaard. Deuxième coureur top, aujourd'hui, après 9 minutes là, de passage sur Vingegaard, on passe sur Remco Evenepoel. Parce que malgré tout, aujourd'hui, il ne perd que 20 secondes. 25 secondes, je crois, au total, Remco Evenepoel. Donc pour la bagarre pour le podium, il n'a pas perdu de temps sur Roglic.
Et si Remco Evenepoel fait podium à la fin de ce Tour de France, ça sera excellent pour Remco Evenepoel. Et pourtant, c'était une étape qui ne lui convenait pas du tout. Et moi, quand je l'ai vu distancer dans Puy-Marie, où il avait l'air vraiment d'être à fond dans Puy-Marie, et puis la tête basse, vous savez, quand le coureur il est vraiment la tête basse, qui ne regarde pas au loin, ça c'est pas un bon signe. Quand il commence à regarder plus les gambettes que l'horizon, c'est pas toujours bon signe. Et là, je me suis dit à ce moment-là, Remco Evenepoel, ouf, on est à 30 bornes de l'arrivée. S'il n'arrive pas à attraper la roue de Roglic, la roue de Vingegaard, ça peut être long. Le problème, c'est que dans la descente, il perd beaucoup de temps. Dans la descente de Puy-Marie, c'est là même où il perd. Il se retrouve à 45 secondes. Et s'il se retrouve dans la roue de Vingegaard, c'est peut-être plus la même course. Et ça change peut-être aussi la donne pour Pogacar. Mais dans la descente, il perd beaucoup de temps. Et encore une fois, ça m'inquiète parce que les descentes dans les Alpes cette année vont être très difficiles. Et notamment l'étape du col de la Couillole, c'est que des descentes horribles. Enfin, c'est des descentes typées Paris-Nice, hein, comme on voit régulièrement sur Paris-Nice, mais vous savez, les descentes de Paris-Nice, de l'arrière-pays niçois, je pense que c'est les descentes quasiment les plus techniques de France. S'il est déjà en difficulté sur des descentes, Puy-Marie, c'est rapide, mais bon, c'est pas la descente avec les pires virages non plus. Puis je rappelle que sur la première partie de Puy-Marie, on a une belle visibilité. S'il est déjà en difficulté dans ce type de descente, là, ce jour-là, il va perdre 3 minutes à chaque descente. Donc ça va être une horreur. Mais au niveau des jambes, là aujourd'hui, j'étais un petit peu inquiet quand je le vois lâcher. Non, je pense qu'il a essayé de se mettre à son rythme. Et ça s'est plutôt bien passé de ce côté-là. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est une bonne nouvelle pour Remco Evenepoel. Et encore une fois, Remco Evenepoel, objectif podium, il est dans les clous par rapport à un Roglic, vu que il n'a pas perdu de temps aujourd'hui par rapport à Roglic. Il n'a pas perdu de temps. Alors il a failli gagner du temps aujourd'hui, mais il a 1,06, c'est-à-dire qu'il a toujours une 9 d'avance sur Roglic. Alors vous allez me dire, oui, c'est pas si énorme que ça, une 9 d'avance sur Roglic. Oui, mais bon, Roglic, c'est pas le plus grand attaquant de l'histoire. Hein. Donc, si Roglic, il va falloir qu'il attaque à un moment pour aller chercher cette place, parce que je pense que s'il attend de suivre le rythme de Pogacar et de Vingegaard, je suis pas sûr qu'il arrive à reprendre une minute sur Remco Evenepoel, en sachant qu'il y aura le chrono le dernier jour. Le chrono le dernier jour, Evenepoel, il est capable aussi, encore une fois, de te mettre 30 ou 40 secondes dans la vue. Donc ça, il faudra le prendre en compte. Même s'il y aura une descente hyper rapide vers Nice. Mais du côté de Roglic, il va falloir à un moment attaquer. Et c'est pas vraiment sa spécialité ces derniers temps, Primož Roglic, d'attaquer. Donc ça va être la grande question du côté du coureur slovène. Troisième coureur top aujourd'hui sur cette étape, c'est Ciccone. 5e aujourd'hui, Giulio Ciccone. Je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup sur ce Tour de France de l'Italien. Mais pour le moment, il est 10e au général, Ciccone. Il a 7 minutes 36. Il a perdu beaucoup de temps sur le chrono. Hein. Il a perdu 2 minutes 33 minutes sur le contre-la-montre Ciccone. Donc déjà, ça le replacerait à 5 minutes. À 5 minutes, tu es devant Landa. Ah ouais. Donc à 5 minutes, tu serais 7e. Tu vois, avec le temps du contre-la-montre. Et Ciccone, je rappelle qu'en montagne sur le Dauphiné, c'était le seul qui arrivait à attraper la roue des UAE. C'est-à-dire que Ciccone en montagne, lui, il va être costaud. Et en plus, son équipe n'a plus vraiment d'objectif sprint, Pedersen ayant abandonné. Donc, on va peut-être mettre des coureurs au service de Ciccone pour aider Ciccone, qui au départ aurait dû aider Mats Pedersen. Là, il récupère quasiment une équipe entièrement à son service. Il y aura un peu Ryan Gibbons pour les sprints, mais bon, Carlos Verona ne travaillera pas pour ne travaillera plus pour un sprinter, par exemple. Et ça peut être d'une grande aide pour Giulio Ciccone. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est le 5e homme de l'étape, mais je trouve qu'aujourd'hui, il a fait une très très belle journée dans la roue de Carlos Rodriguez. Alors, on a assez peu vu ce groupe, hein. Il faut bien le dire à l'écran. Merci Anthony Forestier, parce qu'on aurait pu voir, tiens, s'il y avait une bonne relation entre Rodriguez et Ciccone, est-ce que Ciccone passait des relais à Rodriguez? Mais je trouve que Ciccone,
dans le top 10, je pense qu'il est totalement en capacité de rester dans ce classement. Puis il va falloir vraiment se méfier de l'Italien parce que désormais, bien, il a une équipe beaucoup plus à son service que ça ne pouvait l'être auparavant. Donc c'est pour ça que je voulais parler de Giulio Ciccone, puis c'est parce que j'aime bien le coureur italien. Puis je rappelle que, alors certes, je crois qu'il n'a pas de référence sur 3 semaines, mais moi je me souviens du Giro où il abandonne, par exemple, il est dans le top 10. Et je crois que sur la Vuelta où il abandonne la même année, il est aussi dans le top 10 du général. C'est-à-dire que c'est un coureur, s'il ne tombe pas, il peut tenir la cadence sur 3 semaines. Allez, on regarde tout de suite les bonnets d'âne. Les bonnets d'âne aujourd'hui de cette étape, de cette grande étape du Tour de France, étape numéro 11. Je commence avec Tadej Pogačar. Après m'être mis les fans de Vingegaard à dos, je vais mettre donc les fans de Tadej Pogačar à dos. Aujourd'hui c'est bonnet d'âne parce qu'aujourd'hui il voulait faire un grand coup et à partir du moment où il gagne pas l'étape déjà s'il avait gagné l'étape ça aurait été sur le sprint face à Vingegaard ça aurait été un petit peu kiff je sais pas si je l'aurais mis coureur au top par exemple parce que vu la débauche d'énergie pour gagner une étape, ça aurait été presque pas incroyable. Aujourd'hui, Pogačar, il voulait faire un gros coup. Aujourd'hui, Pogačar, il voulait mettre 1 minute à tout le monde. C'était ça l'objectif ce matin. Quand ce soir, au lieu d'avoir mis 1 minute à tout le monde, tu as perdu 2 secondes sur Vingegaard, autant te dire que le contrat n'est pas rempli. Et c'est un mélange entre la performance de son équipe, la stratégie de son équipe, et sa performance à lui. Les 3 globalement ont été déficients. Moi, je pense que de vouloir contrôler une étape de 211 km pendant les 3 quarts de la journée, c'était une erreur. Je pense que tu aurais dû laisser partir l'échappée et contrôler surtout les 50 derniers kilomètres, contrôler presque à partir du Vigan. Il y avait la petite bosse avant le Vigan, à 70 bornes de l'arrivée, contrôler à partir de ce moment-là. Mais pas contrôler avant. C'est-à-dire que là, tu contrôles pendant plus de 150 km sur un rythme en plus endiablé. Encore une fois, on est au bout de 3 heures de course, on est à 45,9, on finit l'étape, on est à 42,4 de moyenne. Encore une fois, 30 minutes avant l'horaire le plus rapide. C'est-à-dire qu'on a fait 211 km avec 4000 mètres de dénivelé positif en moins de 5 heures, en 4h58. Sur des routes avec un rendement qui n'est pas toujours excellent. Je rappelle dans le Massif central, et avec de la chaleur, parce qu'il devait faire 28 degrés, 30 degrés. Mais encore une fois, dans le Massif central, quand il fait 28-30 degrés, avec pas mal d'humidité, c'est assez étouffant, tout de suite, dans ce coin-là de France. Donc déjà, je pense qu'il y a une erreur stratégique de la part de la UAE, c'est d'avoir voulu contrôler à tout prix la première partie de journée, alors que pour moi, il fallait surtout être performant dans cette dernière heure et demie de course. Donc je pense que dans la dernière heure et demie de course, il a manqué de monde. Parce qu'on a beaucoup utilisé Nils Politt, on a beaucoup utilisé Tim Wellens. Sur le plat, moi je pense que Tim Wellens, il aurait été plus intéressant de l'utiliser avant le col de Néron ou au pied du col de Néron, ce qui n'a pas été le cas. Deuxièmement, du côté de la UAE, tu as des coureurs qui ont été déficients. Et ça, c'était pas forcément prévisible. Marc Soler, pas Marc Soler, parce que je rappelle que en catalan, ça se dit Soler. Et il est catalan. Donc c'est un peu comme Axel Zinglet. Si tu dis Axel Zinglet et pas Axel Zingle, tu dois dire Marc Soler. Tu peux dire dans ce cas-là Marc Soler, si tu considères que l'accent catalan, les accents régionaux n'existent pas, mais dans ce cas-là, tu dis Axel Zingle. Il faut avoir un peu de logique dans l'idée. Donc c'est Marc Soler parce que c'est catalan. Donc Marc Soler, le coureur de la UAE, il a fait un effort de 1,5 km, 2 km. Il a explosé très vite, Marc Soler. Alors heureusement, Sivakov a fait une belle étape. C'est vrai qu'on parle assez peu de Pavel Sivakov, parce que souvent il a un rôle d'équipier, il faut bien le dire, depuis 5-6 ans. Mais là aujourd'hui, Sivakov, il rattrape le fait que Marc Soler n'ait pas fait un grand travail. Le problème, c'est que Sivakov, il ne peut pas récupérer 2 coureurs. Et ton souci aujourd'hui, c'est Ayuso. Parce que Ayuso, déjà,
bon, ça fait quand même depuis le 10 jours qu'on a l'impression qu'il joue un petit peu sa carte personnelle et qu'il a oublié qu'il avait un leader, un petit peu comme d'autres coureurs du côté de la Cofidis. Mais c'est vrai qu'Ayuso, il a joué perso. Il a complètement oublié qu'il avait un autre leader dans l'équipe, qui avait un objectif beaucoup plus global, qui n'était pas seulement de se mettre en avant, qui était surtout de permettre à ton leader de remporter le Tour de France, et qu'il aurait besoin de toutes les forces vives de son équipe pour pouvoir le réaliser. Mais surtout, Ayuso aujourd'hui, il a eu une mauvaise journée. Il est passé complètement à côté de son étape Ayuso. Or, c'était plutôt un parcours qui devait lui convenir à Ayuso. C'est-à-dire que je m'attendais plutôt à ce que Almeida soit en difficulté. Et encore, Almeida passe plutôt bien, mais c'est vrai qu'Almeida, sur ce type de terrain, c'est pas forcément là où il est le meilleur. Et je me disais, Ayuso, que je compare toujours à Contador, avec ses qualités de punch, là, normalement, il devait être bon. Sauf qu'il passe à côté aujourd'hui, Ayuso. Il passe vraiment à côté sur cette étape, il finit assez loin. Et ce qui fait que Pogačar se retrouve à attaquer à Puy-Marie. Est-ce que c'était l'objectif de départ? Je ne sais pas. Je pense quand même. Mais peut-être qu'il a attaqué en pensant qu'il arrivera à fatiguer beaucoup plus ses adversaires et que ça n'a pas été le cas. Et ensuite, pour moi, Pogačar, quand il attaque à 30 km de l'arrivée, il attaque, il fait une belle attaque. Sauf que tu t'aperçois que 5 minutes après, il n'arrive plus à accélérer. Alors, est-ce que c'est Vingegaard qui est vraiment très fort dans cet exercice-là et que lui, il a un déficit, ce côté pur il lui manque ce côté pur grimpeur du côté de Pogačar, ou est-ce qu'il était plutôt en crise hypoglycémie ou en manque de boisson, en déshydratation? Parce que j'ai quand même cette impression-là, pour tout vous dire. J'ai quand même cette impression qu'il s'est cru très très fort et il part à 30 bornes de l'arrivée. Je ne sais pas si c'était vraiment l'objectif de départ et qu'il s'est peut-être un peu emballé sur ses forces physiques. Et on sait bien que quand on est dans une situation de fringale, normalement quand on a une fringale en cyclisme, on a un moment avant la fringale où on a une sorte d'euphorie. Et est-ce qu'il n'a pas eu ce moment d'euphorie-là où il s'est senti imbattable, invincible, et qu'ensuite il a vu qu'en termes de sucre, ça n'allait peut-être pas le faire. Alors il a bouffé un truc dans la descente, il a bu, ça on l'a assez peu vu. Ou soit, comme il voulait faire la différence à tout prix face à Vingegaard, il ne s'est pas hydraté suffisamment dans la montée et dans la descente, et il l'a payé 10 minutes après. Mais j'ai vraiment eu ce sentiment-là, parce que quand on voit quand même le sprint face à Vingegaard, il ne bat pas le sprint, alors que pour moi, Vingegaard fait une erreur essentielle dans ce sprint-là, pour moi, c'est que Vingegaard fait un sprint extrêmement lent. C'est-à-dire que normalement, Jonas Vingegaard, quand vous n'avez pas de punch, Vingegaard il a moins de punch que Pogačar. Quand vous avez moins de punch que votre adversaire, normalement vous devez, dans ce genre de situation, lancer un sprint à haute vitesse. Parce que plus vous lancez un sprint à haute vitesse, plus ça sera compliqué de faire un changement de rythme. C'est-à-dire, plus le changement de rythme ne sera pas évident dans ce genre de situation. Or, quand vous amenez un sprint à basse vitesse, dès qu'il y a un changement de rythme, ça fait un écart énorme. Et Vingegaard amène sur un tout petit rythme. Vous voyez, il regarde dans son dos, Remco Evenepoel, il reprend 10 secondes dans le dernier kilomètre, donc il n'a pas fait un gros tempo. Et il gagne quand même le sprint, face à un mec qui a du punch. Ça veut dire que Pogačar, il avait plus grand chose dans les sockets. Alors, est-ce qu'il avait plus grand chose dans les sockets parce que l'étape a été rapide? Est-ce qu'il avait plus grand chose dans les sockets parce qu'il faisait lourd aujourd'hui et qu'il faisait assez chaud? Enfin, que le ressenti en termes de température était élevé. Est-ce qu'il n'a pas pu accélérer parce qu'il était en dette d'hydratation, en dette d'alimentation? Bon, ça c'est difficile à dire, mais vous avez ces 4 possibilités-là, parce que c'est pas Vingegaard qui a progressé en sprint. C'est, je pense surtout, Pogačar qui a raté son sprint. Mais pourquoi? Ça, c'est la grande question. Est-ce que aussi il n'a pas fait un peu trop d'efforts en début de Tour de France qu'il est en train de payer dorénavant? Et est-ce qu'il ne va pas avoir une fin de Tour de France compliquée parce qu'il a un peu trop dépensé d'énergie en début de course et qu'il aurait fallu qu'il soit un petit peu plus calme? Je ne pense pas, parce que je pense quand même qu'on a eu... en gros, on a eu l'étape, les 2 premières étapes, l'étape 4, l'étape 9. On a eu 4 jours sur les 9 premiers où ça a été vraiment intense. Je me dis,
Bon, normalement, Pogacar, c'est déjà quelqu'un qui a été performant sur les grands tours. Je pense qu'il a quand même la capacité de tenir qu'il a la capacité de récupérer de l'énergie dans ce genre de situation. Surtout qu'on a eu quand même des étapes off qui étaient vraiment off. Il faut bien le dire que les étapes de plat ont été courues quand même à des allures extrêmement lentes, que ce soit Saint-Vulbas, Saint-Amand-Montrond, ça s'est vraiment pas couru vite sur ces journées-là. Donc ça, c'est une question qu'on peut se poser, voilà, du côté de Pogacar. Mais bon, c'est peut-être aussi le contre-coup du Giro, hein. Je rappelle que le dernier à avoir fait ça, c'est Pantani 98, qu'on a eu d'autres mecs qui arrivaient d'un Giro où ils avaient été très bons sur le Tour de France. Je pense à Simoni, par exemple, et qui pourtant sur le Tour de France, Simoni, ça matchait pas. Malgré le fait qu'il avait été dominateur sur le Tour d'Italie. Alors vous allez me dire, oui, à l'époque, il y avait Armstrong. Oui, mais il finissait pas sur le podium quand même, Simoni, hein. Donc il faut l'avoir en tête. Deuxième coureur flop aujourd'hui, Bilbao. C'est une année compliquée pour Bilbao, parce qu'en fait, à part lui à E-Tour, où il est troisième, derrière Van Gils et Ben O'Connor, en dehors de ça, Bilbao, il a quand même été plutôt discret cette année. Et là, c'est vrai que il a été distancé aujourd'hui. Il a été complètement distancé, en fait, Pello Bilbao, sur cette étape. Il n'a pas réussi à faire la différence. Il est lâché extrêmement tôt avec Lenny Martinez. Alors, il s'en sort une chouille mieux que Martinez, mais il perd quand même 29 minutes aujourd'hui. Il est avec des sprinteurs, hein, quand même, Bilbao. Le général, bien entendu, c'est totalement fini. Voilà, il finit à 38 minutes. Lenny Martinez finit à 38 minutes 20. Moi, je vous disais, il s'en sort un peu mieux, c'est vraiment un peu mieux. Il finit dans le groupe Van Gils en passant. Pello Bilbao, oui, ça a été une journée extrêmement compliquée. C'est déjà un début de Tour de France qui n'avait pas été fantastique pour Pello Bilbao. Ça lui a pas porté ce chance que je l'oublie lors de la présentation des grimpeurs, parce que je l'avais complètement oublié. Alors, il s'en était bien sorti sur le Tour de Slovénie, où il avait remporté une étape à Kravec, il avait fini deuxième du général. Oui, j'avais le souvenir qu'il était présent, mais pas vainqueur. Et ça a été un bon souvenir, parce que 9e de l'Amstel, 9e de Liège, 6e du Tour du Pays Basque. Mais en sachant que je rappelle que le Tour du Pays Basque, il y en avait quand même quelques-uns qui avaient abandonné. Assez loin sur Paris-Nice, sur l'UAE Tour, on finit 3e. Encore les deux coureurs que j'avais précédemment cités. 6e du Tour de la Communauté de Valence. 45 jours de course désormais pour Pello Bilbao. Là, il passe à côté, tout simplement, le coureur espagnol. Pas dans le coup. Même pour le top 10 depuis le début de la course, hein, il était quand même assez loin de la possibilité de faire un top 10, parce que déjà à Valloire il finit 23e. Sur le contre-la-montre, bon, il était un peu mieux, il était 18e, mais à Valloire il finit déjà assez loin, Pello Bilbao. Donc là, ouais, grosse journée où il a explosé complètement le coureur espagnol. Bon, maintenant il faudra tenter de prendre des échappées, mais bon, quand on voit pour le moment la bagarre que c'est dans les étapes de montagne pour prendre les échappées, je ne sais pas si beaucoup d'échappées iront au bout sur les étapes de montagne dans les Pyrénées et dans les Alpes sur ce prochain Tour de France. Est-ce qu'on n'aura pas des journées comme ça? Et puis du côté de la Bahreïn, c'est pas une bonne nouvelle aussi, l'abandon de Fred White. Bon là, Fred White, hein, vous savez mon avis, c'est vrai qu'il est quand même grande année 2022, Fred White. Depuis, il a disparu. Voilà, alors c'est pas le seul, hein. Il y en a des comme ça qui ont fait des demi-saisons très fortes et puis qui ensuite ont disparu. Lui, ouais, c'est quand même on est quand même sur un sacré cas pour la science pour le moment, Fred White, parce que c'est un coureur qui était hyper prometteur, qui était très polyvalent en plus. Pour moi, c'était une des révélations de l'année 2022. C'est une de mes déceptions de l'année 2023. Et en 2024, pour le moment, on ne l'a quasiment pas vu, Fred White. Et là, aujourd'hui, il est complètement placé à côté. Il faudrait se demander aussi, avec le coup de moins bien de Bilbao, est-ce qu'il n'y a pas des maladies qui traînent en ce moment sur le paddock du Tour de France? Parce que quand on voit que du côté de la Cofidis, on a deux coureurs qui ont abandonné, quand on voit Tim Declercq qui a abandonné malade, quand on voit aujourd'hui la course de Bilbao de Fred White, ça serait dommage qu'il y ait des coureurs qui aient chopé la Covid sur le Tour de France. Troisième coureur flop, Enric Mas. C'était déjà pas du grand Enric Mas, il faut bien le dire, depuis le début de ce Tour de France. Pardon. Le fait de voir quand même Oyer Lascano très régulièrement à l'avant de la course, de voir quand même pas mal de coureurs jouer leurs cartes chez Movistar jusqu'à maintenant, ça voulait dire qu'on n'était déjà pas très confiant sur la condition physique, sur la forme d'Enric Mas.
Bon, bah là, c'est pas beaucoup plus rassurant. 10 minutes aujourd'hui de perdu, je crois, pour Enric Mas du côté du classement général. C'est une très mauvaise journée. Voilà, il finit à 10 minutes 45 avec Carlos Verona, son ancien équipier, et Jane Lay, notamment. Bah oui, là aussi, le général prend du plomb dans l'aile pour le coureur espagnol qui est désormais 20e, mais à 17 minutes 26, c'est-à-dire à 10 minutes de la 10e place de Giulio Ciccone. Ça va être compliqué. Là aussi, il va falloir tenter des échappées du côté d'Enric Mas, mais on ne peut pas dire que ce soit véritablement sa spécialité. Puis le problème d'Enric Mas, c'est que c'est un bon grimpeur, mais c'est pas un coureur qui a du punch, c'est pas un coureur qui est véritablement capable de faire des changements de rythme, c'est pas non plus un coureur qui a une endurance largement supérieure à la moyenne. Donc ça me semble compliqué de réussir à trouver l'ouverture sur un Simon Yates par exemple, ou même sur un Pello Bilbao par exemple, qui ont des capacités de punch plus importantes qu'Enric Mas, ou même par rapport à un Romain Bardet aussi, je ne sais pas s'il aura la capacité de faire ça, mais ouais, Enric Mas aujourd'hui, 10 minutes de perdu, il a aussi bien explosé dans le final de cette étape, parce que c'est vrai qu'Enric Mas, il lâche pourtant à Puy-Marie, je crois, Enric Mas, oui, il lâche à Puy-Marie et il a complètement explosé quand on compare par exemple le temps perdu par Jorgensen, par Ayuso, qui eux ont été en difficulté. Lui, il a vraiment pris cher. Et puis Egan Bernal, je m'attendais à ce qu'il soit moins en difficulté, Enric Mas, sur ce tour de France. Pas Enric Mas, pardon. Je m'attendais à ce qu'il soit moins en difficulté. Egan Bernal sur ce Tour de France, mais c'est vrai que le coureur de la Ineos a été en difficulté encore aujourd'hui. C'est pas un Tour de France facile. C'est vrai qu'on se disait par rapport à l'année dernière, cette année il a repris quand même du poil de la bête, l'énergie est quand même il est quand même plus en forme que l'année dernière largement, Egan Bernal. Donc on se disait le coureur colombien va réussir à s'en sortir, et bien non. Eh bien non, parce que c'est vrai qu'il a bien tenu à valoir, mais on sent que l'accumulation de jours de course, c'est encore compliqué pour Egan Bernal. C'est un coureur qui a du mal à enchaîner 6, 7, 8 jours de course d'affilée et être performant sur cette période-là. Donc c'est encore un cap qu'il va devoir franchir, qu'il va devoir récupérer. Mais là, c'est vrai qu'aujourd'hui, au Durand, ça a été un petit peu compliqué pour le coureur colombien. Là aussi, l'écart au général commence à être important pour Egan Bernal. 10 minutes 18, ça va faire un équipier de plus pour Carlos Rodriguez, un lieutenant de plus pour Carlos Rodriguez. Egan Bernal, est-ce qu'il y aura l'objectif à un moment d'aller chercher une victoire d'étape en 3e semaine? Ça peut être également une possibilité pour Egan Bernal, mais on voit la difficulté d'être régulier tous les jours pour Egan Bernal depuis sa blessure. Ça, c'est quelque chose qu'il n'a pas récupéré. Je me disais, cette année, sur 3 semaines, ça va peut-être être mieux. On sent que c'est encore un domaine où ça pioche un petit peu du côté du coureur colombien. On regarde tout de suite, désormais, les différents classements. On regarde tout de suite les résultats de cette étape, le classement de l'étape. Aujourd'hui, Jonas Vingegaard s'impose avec Tadej Pogačar, donc Evenepoel, Roglic, qui a été reclassé dans le temps de Remco Evenepoel, car c'était une étape considérée comme une étape de moyenne montagne, avec une arrivée qui n'était pas au sommet selon les organisateurs. Donc, la règle des 3 km s'appliquait aujourd'hui. Oui, il fallait lire la petite ligne du règlement. Donc, Roglic a été reclassé, car chute dans les 3 derniers kilomètres égale reclassement. Ciccone 5e, Almeida 6, Yates, Landa, Rodriguez à 1 minute 49. On voit Félix Gall 10e de cette journée. Les coureurs qui ont craqué assez loin, Bilbao, tout ça. Enric Mas aussi, qui a perdu beaucoup de temps, on en a parlé. Marc Solé, assez loin. Tobias Alonso Johannesson, pareillement dans le coup depuis le début de ce Tour de France. Et donc hors délai, Fred White, comme vous le voyez, qui a fini 8 minutes après le temps indiqué. Donc il a fini 1h01. Les délais étaient de 53 minutes aujourd'hui. Donc ça a été limite. Et vous voyez que Waltham et Jacobsen, ça ne s'est pas joué avec beaucoup de marge par rapport au délai. Du côté du général, pas de changement. Du côté du classement de Pogačar, toujours en tête, avec maintenant plus d'avance même
sur son dauphin. 1,06 sur Remco Evenepoel, mais la mauvaise nouvelle, c'est l'écart par rapport à Jonas Vingegaard, 1 minute 14 désormais, malgré le fait que le Slovène ait 12 secondes de bonification en plus par rapport à Jonas Vingegaard. On retrouve ensuite Primoz Roglic à 2 minutes 15, quatrième homme, et puis ensuite il y a un gros match pour la 5e place entre João Almeida, Carlos Rodriguez, Landa également qui n'est pas très loin. Et puis vous avez même Adam Yates qui est dans ce match-là. On retrouve ensuite 9e Juan Ayuso qui a été assez discret aujourd'hui avec Giulio Ciccone qui rentre dans le top 10. Derrière vous avez Derek Guy qui perd 2 positions comme Matteo Jorgensen et Félix Gall lui en gagne 3 et se retrouve 13e. Ensuite Buitrago, Bernal dans le top 15. Le premier coureur français c'est toujours Guillaume Martin mais qui est désormais 23e. Le deuxième c'est Julien Bernard, 30e du côté du général. Au maillot vert, eh bien Guermey toujours en tête, toujours avec 74 points d'avance sur Jasper Philipsen. La différence c'est Turgis qui prend la 3e place du maillot vert devant Abrahamson. C'est une 3e place qui est importante parce que c'est des points UCI à la fin, la 3e place. Donc ça peut être important pour Total Energy. On retrouve ensuite Gaviria qui est 5e devant Coquard et Dely et Pogacar donc qui arrive 8e désormais. Maillot à pois, c'est désormais Pogacar qui est en tête. Alors c'est toujours Abrahamson qui les portera demain, mais Abrahamson n'est plus en tête du classement du maillot à pois. Il faut savoir qu'il a quand même battu un record, Jonas Abrahamson. C'est la première fois dans l'histoire du Tour de France qu'un coureur avait réussi à tenir ce maillot entre la première et la 11e étape. Je crois le précédent record c'était Bettini. Je ne sais plus s'il avait fait 9 étapes ou 10 étapes Bettini. Donc voilà, c'est quand même impressionnant de la part d'Abrahamson. Devant Vingegaard, Evenepoel et Valentin Madouas, toujours à 16 points. Du côté du maillot blanc, Remco Evenepoel qui augmente son avance, 3 minutes 34 sur Carlos Rodriguez, Juan Ayuso à 6,03, 7,50 pour Jorgensen, 8,35 pour Buitrago dans ce classement. Donc maintenant il a un beau petit... Un beau petit coussin d'avance. Et puis du côté du classement par équipe, UAE qui a fait une démonstration aujourd'hui, 21 minutes d'avance sur la Soudal Quick Step, toujours devant Ineos, du côté de la formation belge, même si l'écart est seulement de 1 minute 19. On retrouve ensuite la Visma qui grimpe devant la Red Bull Bora. Et Decathlon qui gagne 2 positions également, 10e désormais de ce classement par équipe. La dernière formation étant Astana avec déjà quasiment 5 heures de retard sur la UAE. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, même s'il a été un petit peu longue. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Maniac Production. Ciao, ciao!